Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h18. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Benoît Chamboncel. Il est délégué régional Bretagne et vice-président du Conseil national de territoire de progrès. Et il est venu de Saint-Malo pour être avec nous en direct ce matin. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour Stéphane, merci de m'avoir invité. Alors on va parler de politique évidemment ce matin et j'avais envie de commencer cette interview par la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on va vers la paix? C'est la grande question du moment. Mais cette paix, à quel prix? On a entendu le président de la République, Emmanuel Macron, alerter, mettre en garde d'ailleurs une paix qui serait signée finalement entre Poutine et Trump avec une Europe, une Union européenne qui serait tenue à l'écart et plus encore l'Ukraine qui serait tenue à l'écart. Est-ce qu'on est dans un jeu dangereux, d'autant que là la réunion va se tenir à Munich, un nom qui résonne au titre de l'histoire? Oui, tout à fait. Tout est dans votre question, en fait, vous avez déjà fait la réponse. Donc, oui, Trump joue un jeu dangereux, surtout que on a vraiment peur, c'est ce que disait le président, j'ai écouté ce matin, on a vraiment peur que ça soit cette paix soit faite au détriment de l'Ukraine. Une discussion, c'est mieux de la faire à plusieurs, sinon ça veut dire qu'on impose les choses. Donc, le dialogue est important, surtout si on veut que cette paix tienne à long terme. Mmh. On voit bien la balkanisation, tout ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. Il serait bien qu'on tienne compte un peu des erreurs du passé et éviter de refaire ça. Donc j'ai entendu parler d'une partition éventuelle type Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que les Russes ne devraient pas se retirer plus, peut-être avoir leurs zones d'influence traditionnelles, on va dire, et que les Ukrainiens gardent peut-être la partie de Koursk qu'ils ont récupérée dans le nord de l'Ukraine. À voir, moi je ne suis pas diplomate, je ne peux pas me prononcer, mais en tout cas, aller vers la paix, c'est ce qui est souhaitable, bien évidemment. Aller vers la paix avec quand même des conséquences, on l'imagine en termes de géopolitique. Oui. On sait aussi que les États-Unis, on va parler de Donald Trump, véritable rouleau compresseur actuellement dans bien des domaines, qui dit beaucoup de choses, mais aussi qu'il y a des vues, on l'a vu sur le Groenland avec les richesses possibles de cette terre située très au nord, mais aussi de l'Ukraine qui possède des terres rares, si nécessaires pour nos appareils électroniques. Est-ce que finalement, on va oublier ceux qui se sont battus pour garder leur pays au détriment d'une vision économique, finalement? Alors, tout à l'heure, on a eu une partie humoristique en gallo, en partie. Il y a les faisous et les disous, ce qu'on dit en gallo. Je pense que M. Trump est un disou. Il annonce beaucoup de choses. Tous les matins, on se dit qu'est-ce qui va nous sortir? En fait, c'est un petit peu ça. Chaque jour suffit sa peine. Là, le coup du Groenland et tout ça, c'est complètement irréaliste. Le fait de renommer aussi le golfe du Mexique, enfin, c'est des choses, là, c'est niveau quand même école primaire. J'ai rien contre l'école primaire, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut savoir raison garder. Le Groenland est un pays souverain. Il n'y a aucune raison que les États-Unis l'envahissent. Qu'après, il y a des deals. Alors, là-dedans, je pense que Monsieur Trump est bon dans le deal. C'est un négociateur fin, même s'il est un petit peu brutal. Il arrive à réussir dans son business. Je pense qu'il peut y avoir des accords sur les terres et ainsi de suite, mais que les pays doivent rester autonomes et garder leur indépendance. Le côté pan-américanisme, comme il y a eu le pan-soviétisme, est à proscrire. Avec quand même des choses qui sont dites par Donald Trump, qui sont suivies d'effets, parfois de recul aussi. Ces fameuses taxes douanières qui vont impacter précisément le continent européen. On a eu le sentiment que l'Union européenne a été un peu, permettez-moi le terme, il est un peu trivial et un peu désuet, mais prise aux pattes. C'est-à-dire ne s'était pas préparé à un Donald Trump si offensif à notre endroit, de la part d'un allié qui plus est. Est-ce que l'Union européenne va devoir réagir de façon ferme, de façon un peu plus importante, montrer les dents, quoi, en quelque sorte? Mais j'ai une bonne amie qui est Marie-Pierre Védrenne, que vous connaissez, que vous avez reçue de nombreuses fois, qui est députée européenne, qui est dans la commission Trade. Bien évidemment, pour en avoir parlé avec elle, on s'attendait à ce genre d'attitude de M. Trump. Je parlais tout à l'heure de son talent pour le business. Je suis moi-même commercial, sans vouloir me comparer à M. Trump du tout, loin de là. Dans le business, il vous annonçait quelque chose de plus haut pour avoir moins. C'est comme ça que ça marche. Donc, il annonce des choses assez dingues
pour récupérer en fait quelques miettes. Enfin, j'espère que ça sera que quelques miettes, parce que si les accords commerciaux sont remis en cause, il y a un vrai souci mondial, puisqu'on parle de l'Europe, mais l'Europe est le plus gros marché mondial. Il faut le savoir. Voilà. Donc, Monsieur Trump ne peut pas se passer de l'Europe. Donc, on a une force, on a une puissance. Si les échanges économiques faiblissent avec les États-Unis, certains pays seront peut-être tentés d'aller voir la Chine, vous voyez. Donc la Russie, qui, s'il y a une paix, se remettrait peut-être économiquement. Donc il faut faire très attention à tout ça. Je pense que le talent d'un homme politique, quel qu'il soit, c'est de voir à long terme. Et là, malheureusement, M. Trump voit à court terme, très court terme même. Voilà. Il y a beaucoup d'effets d'annonce et peu de résultats pour l'instant. Voilà, donc il balance plein de choses. C'est un peu de la pêche, hein. Il envoie son filet et il remonte son filet et on voit ce qu'il y a dedans. Mais pour l'instant, la pêche est maigre. Avec quand même aussi des inquiétudes du côté de la défense. On sait que depuis des années, il y a une volonté d'une armée européenne. Alors voilà, ça se passe pas toujours facilement. Les pays sont pas d'accord entre eux. Chacun veut, c'est logique, garder sa souveraineté. Aujourd'hui, on risque de perdre l'OTAN, c'est-à-dire la protection des États-Unis sur nos pays européens. Est-ce que finalement, c'est pas le meilleur moment pour l'Union européenne de se poser politiquement, de se poser en matière de défense et de se dire, voilà, le temps est venu? Alors le temps est venu, ça me rappelle quelque chose quand j'étais petit, mais ça n'a rien à voir. Il faut une armée européenne. Moi, je suis pour à 100%. Voilà, malheureusement, je suis pas aux manettes. Je pense que les pays européens le souhaitent aussi. La guerre en Ukraine pousse un petit peu tout le monde dans ses retranchements, sans faire de mauvais jeu de mots, et on va être obligé d'y venir. Pour faire le lien à ce qu'on disait précédemment, perdre l'OTAN, je n'y crois pas du tout. Je pense qu'à nouveau, Trump agite un chiffon rouge. C'est du bluff, finalement. Exactement, pour que les pays payent plus. En fait, c'est encore une question de gros sous. C'est pas une question de rapport de force militaire. Il souhaite que les pays abondent plus au budget de l'OTAN. Par contre, il faut revenir à la genèse. L'OTAN, c'était quand même la protection des Américains. Donc, il était normal qu'ils payent un peu plus. Ils ont remis en état l'Europe. On peut leur en être gré après-guerre. Même s'ils ont quand même allègrement bombardé, on a vécu ça dans nos régions. Mais voilà, donc il y a un moment, encore une fois, je pense que c'est du bluff. Il faut que ça nous alerte en tant qu'Européens. Et en effet, il faut agrandir l'OTAN. Et je pense que l'Ukraine doit venir. Et au-delà, les pays baltes, ça se fait petit à petit. Et qu'on soit vraiment une puissance européenne, pas pour être une puissance de défense, pas d'attaque. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, pour être en capacité finalement de se défendre. La dissuasion, c'est la guerre. Maintenant, avec le nucléaire, on voit ce qui se passe en Iran. Là, je vais un petit peu plus loin. Il y a des pressions qui se font au niveau mondial. Donc, ceux qui détiennent l'atome ou pas, ceux qui sont associés ou pas avec des grandes puissances, l'Europe peut être une très grande puissance. Elle l'est économiquement, il faut qu'elle le soit militairement. Avec justement ces questions d'ingérence, on sait qu'il va y avoir un vote en Allemagne, les législatives allemandes, avec un parti qui prend des points chaque jour et encore plus avec l'actualité, l'actualité malheureuse et ces attentats qui ont eu lieu sur le territoire allemand. C'est l'AfD, parti d'extrême droite. On a vu un Elon Musk triomphant intervenir via satellite, via Starlink. Tenez, on va faire un peu de pub, mais c'est juste pour situer au congrès de l'AfD et dire voilà, il faut que l'AfD remporte les élections et ça. Donc évidemment une ingérence, on l'aura compris, mais ingérence aussi sur les réseaux sociaux. L'un d'entre eux, X, anciennement Twitter, et il y a eu ce congrès à Paris autour de l'intelligence artificielle, congrès qui vient de se terminer. On a entendu beaucoup de déclarations, y compris celle du président de la République, pour dire voilà, il faut mettre de l'argent sur la table, il faut avancer, mais il faut aussi sécuriser, il faut aussi réfléchir autour de ces questions d'intelligence artificielle qui peuvent produire le meilleur comme le pire. Est-ce que là aussi il va falloir une grande vigilance, même à notre petit niveau, autour de ces nouvelles technologies? Au petit niveau, pas tant que ça. Vous faites du misérabilisme. Non. J'entendais le petit niveau quotidien tous les jours, nous-mêmes utilisateurs. Je vous taquine, j'aime bien vous taquiner. En fait, la France est à la pointe.
On s'en rend pas trop compte, justement, c'était l'idée de faire ce sommet pour montrer que la France doit être partie prenante là-dedans. On annonce quand même 100 milliards d'investissements, ce qui est colossal. C'est la valeur de rachat aussi, en même temps de X, en gros. Donc, vous voyez, le ratio, avec ces 100 milliards, on peut développer à fond l'IA. Ce qu'a dit le président et sur lequel je suis d'accord, c'est qu'il faut développer l'IA, mais il faut aussi développer le contrôle en parallèle. Si ce n'est pas nous qui développons l'IA, ça sera d'autres. Donc, si nous développons, nous pourrons contrôler. Si ce n'est pas nous qui développons, nous ne pourrons pas contrôler. Enfin, c'est assez simple à comprendre. Au-delà de tout ça, vous parliez avant de l'AfD et d'Elon Musk, qui a juste fait quand même un salut nazi, parce que le salut romain, c'est mignon, mais ça n'a qu'un temps. Donc, moi, je suis très inquiet de ça. C'est la paire, alors sans faire la paire Trump et voilà, sans faire de lien avec la chronique humoristique tout à l'heure. Je pense que ce sont des gens très dangereux et que justement, par exemple, moi j'avais un compte TikTok que j'ai supprimé aussi. Donc TikTok, c'est la Chine. X, c'est Trump, Musk. Maintenant, on peut les associer. Mais on parle de libertarisme, de laisser la parole aux gens. En fait, on laisse la parole à certaines personnes et qui propagent souvent des fake news, du platisme, de l'anti-vaccinisme, je sais pas comment on peut dire. Anti-vax. Enfin voilà, des choses comme ça qui sont absolument hallucinantes et auxquelles beaucoup de gens croient de plus en plus. Avec justement ces nouvelles technologies qui reproduisent des visages, des voix, Tout à fait. Et qui sont, pour le commun des mortels, de plus en plus difficiles à détecter. Exactement. Donc il y a un réel danger. Tout cela mis au service d'une extrême droite avec des relents quand même de Deuxième Guerre mondiale. On parlait de réunion aujourd'hui à Munich. Enfin, tout ça nous replonge dans les années, la fin des années 30. Il faut être très prudent. On voit aussi qu'en France, les chaînes en continu ont tendance à exagérer les propos. C'est le principe. Vous écoutez 4 fois la même chose, il y a un sentiment qui monte. Alors soit de joie, mais c'est plutôt rarement de joie. C'est plutôt anxiogène quand même en ce moment. C'est plutôt anxiogène, exactement. Donc il faut faire très attention à tout ça. Donc la liberté de pensée, de parole, je suis le premier défenseur, c'est très très bien. Mais il faut quand même un cadre. Voilà, parce qu'il ne faut pas que ça nuise aux propos. Donc, c'est très important. Ça repose aussi la question de nos vieux médias, si j'ose dire, la radio, la télévision, la presse. Comment arriver à exister dans ce monde ultra technologique et comment arriver à contrôler, à livrer finalement de l'information digne de foi et contrôlée et recoupée. La presse, c'est les sources. Voilà. Vous appuyez sur des sources. Moi, si je dis des bêtises, et je pense que j'en dis, vous allez pouvoir me dire le contraire. Enfin, là, on a un dialogue, c'est pas rien n'est imposé, on parle librement. Voilà, pour moi, c'est ça l'information. Propager des fake news, en effet, vous dites du mal, ça reste. En fait, on le voit bien. Parfois, les gens sont accusés. Il y a des storm shit, comme on dit vulgairement, qui sont propagés sur les ondes ou sur la télé ou dans la presse. Quand la personne est innocentée, on en parle beaucoup moins. Le mal est fait. Il y a une fake news qui circule. Alors on a vu le président de la République, utiliser l'IA et aller se parodier un petit peu. Mais il y a eu cette fake news autour de Brigitte Macron. Oui. On l'entend tourner depuis des années. Là aussi, un vent qui vient des États-Unis qui dit voilà, demain on va révéler Brigitte Macron est un homme. Voilà, en gros c'est ça la fake news. On comprend bien que c'est très difficile aujourd'hui de dire c'est faux et de le démentir, etc. Alors moi je peux le dire, c'est faux. Brigitte Macron était la prof de français de mon petit-neveu et qu'il adorait à Franklin, à Paris. Voilà, c'était une super prof, elle était adorée de ses élèves. Alors vous dites que ça vient des États-Unis, je pense que ça vient plus de nos amis russes. Des Russes, oui, voilà. Et ça passe par les États-Unis. On sait très bien qu'ils ont dans le nez, on va dire, le président Macron. Déjà depuis 2017, au moment des élections, ça a été vérifié. Ce que je dis a été vérifié. C'est pas moi c'est pas un propos politique, c'est fiable, vérifié scientifiquement même, avec des liens établis.
on sait que la Russie a essayé de manipuler les élections. C'est exactement ce que fait Elon Musk. Voilà, donc on peut voir aussi des liens, une grande filiation QAnon avec Steve Bannon qui se promène. Donc on parle de la Russie, on parle des États-Unis, mais on peut parler aussi de l'Italie, de l'AfD aussi, voire du Rassemblement national aussi, dont on ne parle pas là, mais qui a eu des emprunts russes quand même. Alors pas l'emprunt russe de 1916, mais un emprunt russe pour faire ses campagnes, et qui est quand même redevable de plusieurs millions. Je crois pas qu'il les a encore remboursés. Je ne suis pas en contact avec les Russes, mais c'est inquiétant pour la démocratie. Et est-ce que justement dans une vue plus transparente de la vie politique, il ne faudrait pas créer un organisme? On a entendu des voix en discuter, un organisme bancaire qui réunirait peut-être plusieurs sociétés, plusieurs banques, pour financer la vie publique de façon transparente, y compris peut-être le Rassemblement national, pour éviter justement d'être redevable ou cette forme d'ingérence dans la vie politique de certains États. J'y pensais tout à l'heure en finissant ma phrase, donc voilà, on a la même idée. C'est Monsieur Bayrou, je crois, qui avait proposé ça, indirectement aussi peut-être bien le RN, je crois aussi. En effet, moi je trouve que ça serait pour la démocratie, la Banque de la démocratie, je crois, si je dis pas de bêtises. La Banque de la démocratie, oui. Voilà, ça serait très très bien. Pour avoir animé des campagnes, alors pas moi en tant que tel directement, sous mon nom, mais travailler sur plusieurs campagnes électorales à tout niveau, c'est un vrai problème. Donc on se plaint qu'à l'Assemblée, il y ait peu de mélange, on va dire, social ou sociétal. En effet, c'est plutôt cadre et gens favorisés, entre guillemets. Il y a peu d'ouvriers à l'Assemblée, mais quand vous essayez d'avoir un prêt pour faire une campagne, même si les partis vous aident indirectement, il faut quand même que ça soit vous, en nom propre, qui fassiez le prêt. Voilà. C'est très dur à obtenir. Donc là, il y a quand même un décalage au début d'une campagne. C'est absolument anormal. Avec une vie politique qui a été rythmée ces dernières semaines, j'allais presque dire ces derniers mois, par la difficulté de l'adoption du budget 2025, le gouvernement Barnier est tombé, le gouvernement Bayrou a résisté. Finalement, on a vu un recul de nombre de députés, de sensibilité de droite, du centre évidemment, mais aussi au Parti socialiste, ne pas souhaiter voter la motion de censure pour éviter de rajouter, on a entendu beaucoup cette phrase, du chaos au chaos. Est-ce que pour vous ça a été une décision sage justement de ne pas surajouter à la crise politique et presque institutionnelle qu'on a vécue ces derniers temps? Encore une fois, là, la réponse est dans votre question. Oui, bien sûr que c'est sage. On voit bien, moi, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis commercial, je vois bien ce qui se passe en magasin. Il y a un taux d'épargne qui est absolument dingue. Donc les Français ont eu peur un peu de ce qui allait se passer. Je fais pas du CNews là, c'est factuel. Non, on est bien sur Bretagne 5. Voilà, on est bien sur Bretagne 5. Et donc on voit que le commerce a été très anémié en fin d'année et puis tout début d'année, ça reprend un petit peu là. Et j'espère que ça va reprendre à fond. Voilà, parce que ça fait vivre tout le monde. Et il faut que ça marche. Donc je pense que la position des socialistes a été très sage, à part 6 personnes qui ont quand même voulu maintenir leur relation avec LFI. Voilà. Au-delà de tout ça, il y a des élections municipales qui pointent leur nez dans un an et quelques mois. Et donc c'est bien que le Parti socialiste s'affirme comme un parti socialiste et pas un affilié de LFI. Avec cette rupture finalement des rapports, en tout cas une forme de délitement des rapports à gauche entre LFI effectivement et le Parti socialiste, pour vous ça assainit la situation? Alors ça assainit la situation, ça repose les choses. Le Parti socialiste est un parti de gouvernement. LFI n'est pas un parti de gouvernement. S'appeler les Insoumis, tout est dans le nom. Voilà. Après, c'est leur choix politique, moi, que je ne conteste pas. C'est leur vision. Ils sont, pour moi, à l'extrême gauche, même s'ils disent le contraire. On voit leur attitude à l'Assemblée qui est pas normale. Qui peut vouloir voter pour quelqu'un qui sème le trouble dans l'Assemblée? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc faire passer des idées, par contre, oui, je pense que c'est bien. Ils ont sûrement des idées qui peuvent être bonnes dans certains domaines, mais c'est pas en mettant le BINS à l'Assemblée que ça va se résoudre. Donc je trouve que le PS a été très raisonnable. Ils veulent avancer. D'ailleurs, François Bayrou, le Premier ministre, a cédé entre guillemets. Voilà, pour moi, c'est pas céder, mais et aller dans le sens du Parti socialiste. Il a écouté tout le monde. Il a joué le compromis. Le Premier ministre, c'est le Premier ministre de tous les Français.
comme le président de tous les Français. Un député est le député de la République. Il faut pas l'oublier, c'est pas un député LFI ou Parti socialiste. Il doit représenter les gens de sa circonscription. Certes, certains ont voté pour lui, pas d'autres, mais au final, quand vous êtes élu, vous représentez tout le monde. Donc il y a quand même une tenue à avoir minimum. Je parle pas de la tenue vestimentaire, hein. Voilà, je suis pas un vieux réac, mais une tenue à avoir auprès des gens, représenter la France, je trouve que c'est un privilège immense. Voilà. Avec, on l'a vu aussi en ligne de mire, le président de la République, on a entendu beaucoup de voix, effectivement, plutôt situées à gauche, dire, voilà, le problème, c'est Emmanuel Macron, il faut qu'il parte. Plus raisonnable dans les rangs de l'extrême droite, par exemple, là, c'était pas le discours, c'était, voilà, il faut donner la chance au budget, il faut donner la chance à la démocratie de s'exercer, ce qu'on a entendu aussi dans les rangs de la droite ou du centre. Est-ce que, pour vous, c'est dangereux de s'attaquer à la personne du président de la République, même s'il est contesté, même si, voilà, il a peut-être fait des erreurs, certes, mais est-ce que pour vous, c'est quelque chose de dangereux ? Bien sûr, c'est dangereux. C'est même l'idée QAnon dont on parlait tout à l'heure, de Bannon, c'est remettre en cause les gens élus démocratiquement. Qui peut contester que la France est un pays démocratique ? Bien sûr, on peut toujours s'améliorer. Là, on parle de faire des référendums. Moi, je suis pour à 100%. Faire une troisième, donc le CESE, vous savez, le Conseil économique et social, qui pourrait et qui devient être une troisième chambre, plus proche des citoyens, qui amène une expertise hors politique, on va dire, économique, sociétale et tout ça. Moi-même, je fais partie du Codecen à Saint-Malo, donc qui est la version locale du CESE. Il y a un Césaire régional. Voilà, le Césaire, on en parle souvent. Voilà, donc tout ça est passionnant, mais malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas assez de pub qui est faite où les gens. C'est pas mis assez en avant finalement. Voilà, tout ça existe en France. Tout existe en France. Voilà. Donc il faut arrêter avec ce misérabilisme et tout ce qu'on peut entendre. Donc remettre en cause une élection, c'est remettre en cause la démocratie. Le président a été élu, il n'y a pas eu de magouille politique, les comptes ont été validés, enfin tout est bon. Donc il y aura un prochain président en 2027, on verra qui ce sera, je préfère... j'ai déjà des noms en tête que je vous communiquerai pas. On verra qui y va. On plaisantait tout à l'heure. Vous voulez pas me donner des noms? Non. Puis moi, je lis pas dans le marc de café. On verra bien au dernier moment qui se présentera. Il y a le lièvre et la tortue. Vous savez, là, on entend cette semaine, on en parlait tout à l'heure avec humour, des gens qui se déclarent. On verra qui sera là à l'arrivée. Au-delà de tout ça, la démocratie, c'est un bien précieux. Moi, je suis un fervent défenseur de la démocratie. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer, extrême gauche, extrême droite, centre, mais dans le respect. Et pas les institutions sont là pour cadrer tout ça. Il faut de la règle. Encore une fois, je suis pas un vieux réac, mais c'est la règle qui permet de s'exprimer et qui donne la liberté et qui cadre la liberté des uns et des autres. Et je vois que vous voulez intervenir, donc la règle, c'est que je me taise pour vous laisser parler. Non, je voulais juste préciser, remettre un petit peu d'ordre aussi dans les institutions, parce que là, on a eu un petit goût de 4e République, on a entendu parler aussi de 6e République, là encore, il y a une demande de modification de la Constitution. Pour vous, la 6e République, c'est une idée ou faut rester dans la 5e et la moderniser, si vous me permettez le terme? Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Qui parle de la 6e République? Les Insoumis. Donc qui propose? Parce que dire la 5e est pas bien, on veut la 6e, mais moi j'entends pas trop parler de la 6e, qu'est-ce qu'elle pourrait apporter? Autant la 4e a été une source d'instabilité majeure, autant la 5e est très stable. Et d'ailleurs on voit que c'est la démocratie, puisqu'on a une assemblée qui n'est pas, on va dire, à la botte, entre guillemets, de la présidence. Je parle pas là, c'est constitutionnel. Voilà. Hein, voilà. Et donc c'est très intéressant. Il y a eu la cohabitation, c'était très intéressant. Après, moi personnellement, je serais pour remettre le calendrier comme il l'était avant, de caler le calendrier législatif avec le calendrier présidentiel. Voilà. Bon. Décalé, pardon. J'ai dit une bêtise. Il est déjà calé. Ouais, pas repris, voilà. Mais je me reprends. En fait, c'est décalé. Parce que justement, ça pouvait créer une force vraiment à l'Assemblée qui était obligée d'amener au compromis et à la négociation. Je suis aussi syndicaliste en parallèle. Je trouve qu'il y a une vertu dans le dialogue. Qu'on avance par le dialogue et faire un pas vers l'autre. C'est pas céder. Hein. J'ai utilisé le mot céder qui était malhabile tout à l'heure. Il faut faire un pas vers l'autre. Voilà, et rassembler ce qui est part, comme on dit. Voilà. Revenir au septennat, ça peut être une option finalement pour redonner du temps à la réflexion politique. Donc
on a un quinquennat, on dit que la dernière année, le président fait campagne. Bon, là, c'est pas le cas du tout, puisqu'il est à son deuxième mandat, donc il ne pourra pas faire un troisième mandat. Quand il y avait un quinquennat, on disait que la dernière année, le président faisait campagne, donc ça faisait 6 ans. Voilà, 6 ans de mandat. Bon, quelle est la bonne solution ? J'en ai absolument aucune idée. Je pense qu'il faut ce que je disais tout à l'heure, il faut des institutions stables, surtout. Si les institutions sont stables, qu'on fasse 5 ans ou 7 ans, ça change pas grand-chose. Je pense que plus le mandat est long, quand même, plus plus ça tend à s'étioler. Oui. Je pense qu'il y a quand même les associations, par exemple, tous les ans, on fait un bilan, ce que fait aussi le président. Là, je suis aussi, je fais partie de l'équipe Nous la Bretagne pendant les élections régionales. On a reçu le bulletin de mi-mandat, le bilan de mi-mandat. Je trouve démocratiquement, c'est très très bien du groupe Nous la Bretagne. Il y a des échéances à avoir. Et voilà, après, donc si on décale en effet les législatives, ça pourrait être un intermédiaire, que ça soit entre 5 ans ou 7 ans, peu importe, et relancer aussi le propos. Le débat politique. Ouais, exactement. J'avais envie de vous entendre sur les municipales. Il nous reste 5-6 petites minutes sur les municipales. Mais aussi, aujourd'hui, on est sur les budgets... d'un budget contraint au niveau national, et on le voit, les collectivités locales souffrent de ces économies, même si elles ont été un petit peu rabotées, mais ces économies à faire avec certaines prises d'opposition. On en parlait hier avec notre invité, et on en a beaucoup parlé cette semaine, de ces économies parfois drastiques. Ça a été le cas en Pays de la Loire avec Christelle Morancet, qui a fait une coupe de 100 millions d'euros. Ça a été très mal perçu par le monde associatif, par le monde sportif, culturel. C'est dangereux d'avoir cette brutalité, ou c'est nécessaire finalement en termes économiques ? Alors brutalité, je ne sais pas. Il y a peut-être eu un effet d'annonce politique, tout simplement. Voilà. Donc après, dans les faits, on voit que ça sera pas forcément ces coupes-là qui seront appliquées. Après, moi personnellement, vis dans le monde culturel. J'ai toujours travaillé dans le monde de la culture. Je pense que on parlait de démocratie, la culture en fait partie. Voilà, des gens cultivés seront plus enclins à être démocrates que des gens qui ne le sont pas, à mon avis, même si des gens cultivés ont pu faire les camps de concentration à l'extrême. Bon, au-delà de tout ça, il faut des économies, on est obligé. Par contre, on s'aperçoit que les économies, c'est toujours pour les autres. C'est-à-dire que dès qu'on attaque votre précaré, vous allez vous défendre. Donc il faut quand même aussi un sentiment d'appartenance. On a un système au niveau culturel en France qui est exceptionnel, qui est unique au niveau mondial, avec des soutiens aux filières différentes, aux festivals, ainsi de suite. Alors pas aux Vieilles Charrues malheureusement, mais ça c'est quelque chose que je défendrais moi, mais ils veulent leur indépendance. Et je pense qu'il faut pas rogner sur le budget culturel. Il y a peut-être d'autres choses qui... Voilà. Après, avoir de l'argent sans rendre de compte, c'est pas très sain aussi. On sait qu'il y a eu des déviances parfois de gestion. Voilà, l'argent public, c'est notre argent, c'est votre argent, c'est l'argent de tous. Il faut faire attention à quoi il sert et ce qu'on va en faire. Un dernier mot sur les élections. Il nous reste 1 minute maintenant, hein, ça va très vite. Benoît Chamboncel, sur les élections de 2026, ça va arriver très vite. Oui. Comment Territoire de Progrès va s'inclure dans ces élections, dans cette campagne ? Alors, vous m'avez annoncé comme vice-président mais j'ai changé hier soir, parce que depuis hier soir, je ne suis plus vice-président du CN, mais je vais m'occuper justement de la formation, donc je vais m'occuper d'un nouveau pôle concret, Territoire de Progrès, qui va s'occuper de la mobilisation, de la vie du parti, de faire de la formation, justement, des équipes au niveau national. Donc, c'est un nouveau challenge qui me passionne d'avance. Et justement, on attaque, dès demain, on va mettre en place, il y a déjà des formations sur lesquelles j'ai travaillé avec notre délégué général, Ergun, et nous allons former nos équipes justement pour pouvoir intégrer des conseils municipaux et former à la démocratie, former à la constitution, former au media training, former à tout ça. Et je pense que c'est important d'avoir des gens c'était peut-être le défaut en 2017 justement d'avoir une nouvelle génération de politiques qui arrivait, qui était un petit peu bleu entre guillemets. Qui n'avait pas les outils nécessaires. Voilà. Donc le terrain, toujours le terrain. C'est la clé. Je pense que c'est la clé. C'est bien qu'il y ait des gens à Paris qui discutent et qu'il y ait des gens sur le terrain aussi qui appliquent tout ça et qui travaillent.
Benoît Chamboncel, délégué régional Bretagne, alors donc plus vice-président de Territoire de Progrès, mais engagé dans la campagne électorale, on l'aura compris au niveau de la formation. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin en direct au micro de la matinale. Je vous souhaite une très belle journée. Et bonne Saint-Valentin, ma chérie. Voilà, ben voilà, le message est passé. Merci. Merci de m'avoir reçu. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.